Alors, bienvenue à toutes et à tous. Donc, nous sommes dans le énième rendez-vous de la Société française des urbanistes. Antoine Feldman est paysagiste. Il travaille donc chez Artelia. Il est plutôt spécialisé sur tout ce qui touche à l'éco-conception et à la co-conception urbaine. Il est basé à Nantes et pour finir ce tableau doré, il est donc adhérent et sociétaire de la Société française des urbanistes. Donc, merci beaucoup Antoine de nous imprégner un petit peu de ce sujet d'actualité urbanisme et santé. Je te laisse la parole et donc on se retrouve dans une petite demi-heure pour débattre de ce beau sujet. Merci Laurent, bonjour à tous. Eh bien, sans plus attendre, je vais partager mon écran et puis donc je vais vous faire cette présentation qui va durer effectivement 30-40 minutes. Un petit point de précision, donc je remercie beaucoup Laurent, Dominique et Bruno d'avoir accueilli très favorablement ce rendez-vous avec ce sujet, un nouveau projet hygiéniste pour la ville. Un petit point de parenthèse également, je ne suis pas médecin et je ne suis pas dans les sphères de la santé publique, donc voilà, c'est juste un regard de praticien sur un sujet évidemment d'actualité qui me passionne tout particulièrement. Alors le rendez-vous aujourd'hui va se dérouler en 3 phases. Un premier regard sur le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons sur les recherches entre urbanisme et santé. Un deuxième regard, une prise de hauteur, ou du moins une prise de recul sur les liens historiques qui ont existé entre l'urbanisme et la santé. Et puis enfin, une ouverture vers des outils, ou du moins ce que l'on pourrait faire demain. Alors, la réflexion donc, sur le contexte, si la slide veut bien passer. Alors déjà, une première définition de la notion de santé, qui est donc apparue par l'OMS en 1946, où la santé était perçue comme un état complet de bien-être, à la fois physique, mental et social, avec voilà, des approches positives de la santé et puis une réflexion beaucoup plus globale. Et ce n'est qu'en 1986 où la santé devient non plus un simple état de fait, mais et surtout une ressource avec un processus dynamique. Et ce changement de définition nous intéresse tout particulièrement puisque cela fait appel à un certain nombre de droits de logement, de droits d'accession à l'éducation, le droit à l'accès aux soins, et voilà tout un tas d'éléments qui a trait aux besoins humains. Alors l'ouvrage qui m'a beaucoup inspiré est tiré donc d'une personne, Madame Suzanne Déhout, qui est donc médecin ORL, fondatrice de l'agence Medieco et qui a beaucoup réfléchi à la relation entre l'urbanisme et la santé. Un petit rappel également sur l'approche médicale en question, avec une approche, disons, orientée vers ce qui nous entoure et ce qui est un petit peu emblématique aujourd'hui, la pratique nommée prophylactique, qui fait un petit peu le pendant à l'approche dite curative, où là, effectivement, on essaie de soigner la maladie déjà apparue. Et puis enfin, le troisième point de la phase médicale, qui est celui du soin palliatif. L'urbanisme va essayer de se concentrer sur cette première approche, l'approche dite prophylactique. Donc voilà, ça c'était une première définition de l'aspect des besoins humains. Un deuxième contexte qui est celui du changement climatique dans lequel notre société est inscrite, avec cet élément du rapport du GIEC qui mentionne un certain nombre d'éléments qui vont avoir attrait à la santé
avec voilà, des notions de maladies nouvelles qui vont apparaître avec les vagues de chaleur, la problématique de sous-alimentation, une baisse de certaines productivités avec les personnes les plus vulnérables, et puis enfin d'autres maladies liées notamment à l'eau. Ce contexte climatique nous intéresse tout particulièrement puisque voilà, la ville est un des premiers aspects dans lequel nous habitons plus de 50% aujourd'hui. Et puis enfin, un autre cas de contexte qui est celui de l'approche de l'ONU avec ses 17 objectifs de développement durable, et en particulier l'objectif 3, sur lequel les États membres de l'ONU se sont engagés, avec l'accès à la santé pour toutes et tous et à tout âge. Et enfin, je terminerai avec un point éminemment d'actualité, qui est celui du nouveau pacte vert pour l'Europe, celui donc porté par la Commission aujourd'hui, qui s'inspire très volontiers d'une école bien connue à la SFU et dans nos écoles d'architecture, qui est celle du Bauhaus, portée par Walter Gropius, donc en Allemagne, avec cette perspective interdisciplinaire sur lequel s'inspire très volontiers ce nouveau pacte de relance européen, pour lequel tout à l'heure nous pourrons revenir, mais qui nous donne une perspective de révolution esthétique et urbanistique en Europe tout à fait intéressante. Sans plus attendre, un exemple très concret de ce que peut ou de ce que pourrait faire l'urbanisme en lien avec la santé, eh bien c'est celui par exemple des espaces verts. Et on voit bien que les besoins humains en termes d'activité physique, de bien-être, de santé mentale peuvent être étroitement liés à la présence ou non d'espaces verts. L'année qui vient de s'écouler nous montre cet exemple, avec ici donc un lieu qui nous est cher ici à Nantes, les berges de Loire, où il y a différentes fonctions liées au bien-être, au cadre de vie et forcément à la santé. La santé est l'affaire de tous, mais on peut se poser la question à quelle échelle il va y avoir une relation entre cette santé dite environnementale et la santé humaine. Et puisqu'il y a différents déterminants à cette santé, que ce soit la biologie propre de l'homme, ses habitudes de vie, son organisation, mais également et surtout l'environnement dans lequel il évolue. Alors, fort de ce constat, nous allons prendre un peu de hauteur et voyager pour nous rendre en Grèce pendant l'Antiquité. Nous retrouvons ici le médecin Hippocrate qui a élaboré la fameuse théorie humorale, la théorie des 4 liquides, qui a longtemps marqué l'histoire de la médecine occidentale. Cette théorie renvoie au corps et son fonctionnement, mais surtout la médecine hippocratique a porté une grande attention aux conditions environnementales de la santé, aux liens entre les espaces et la santé. Il a été ainsi le premier médecin à théoriser sur la relation étroite qu'il existe entre l'environnement et la santé. Et c'est dans son traité que vous retrouvez ici en partie gauche, une traduction intitulée « Des airs, des eaux et des lieux » qu'il a vraiment mis en évidence cette approche environnementale. Et il voulait ainsi attirer l'attention des médecins sur l'importance du contexte, du site, du climat, l'influence exercée sur l'organisme par le milieu extérieur et son impact sur les facultés morales de l'homme. Quelques temps après, Vitruve va se servir de cette théorie et embrasser très largement les principes énoncés par Hippocrate, avec un extrait de cette phrase, donc tiré du petit manuscrit qu'il nous reste. L'étude de la médecine importe également à l'architecte pour connaître les climats, la qualité de l'air des localités qui sont saines ou pestilentielles et la propriété des eaux.
Sans ces considérations, il ne serait possible de rendre salubre aucune habitation. Nous sommes à l'Antiquité, et déjà les premiers principes de lien très étroits entre l'urbanisme et la santé sont énoncés. Alors maintenant, un bond dans l'histoire et sur un aspect qui nous concerne ici, celui des épidémies, avec la révolution donc, de Pasteur qui est arrivée au 19e, l'apparition donc des vaccins. Vous avez ici une frise chronologique qui nous rappelle que ces épidémies ont façonné au travers des siècles la relation très étroite avec la ville. Alors la peste, notamment voilà, son apparition à Marseille, le choléra à Londres, on va le voir, la tuberculose, ces grandes épidémies ont provoqué un bouleversement complet de notre relation à l'espace urbain. Un point très intéressant pour nous, les urbanistes, qui est cette relation qui a été mise en évidence par Jon Snow et que j'aime particulièrement, puisque déjà à son époque, donc en 1854, il fait une cartographie avec il essaye de regarder où sont présents les puits au sein de la ville de Londres, pour regarder en parallèle où se trouvent les victimes du choléra dans les habitations et proposer une cartographie des puits infectés. Alors aujourd'hui, on aurait tout un tas de traitements, de data, de SIG, mais voilà, cette carte pour moi est emblématique de ce que l'on pourrait faire aujourd'hui, et je pense qu'on aurait le même regard qu'il a apporté. Alors une compilation peut-être et une traduction de cet urbanisme hygiéniste, avec sur la partie gauche quelques dates clés de ces récentes, enfin de ces diverses évolutions, et puis sur la partie droite, voilà les enjeux liés à la santé et à l'environnement. Cette synthèse est extraite alors, dans un premier temps d'une thèse et puis d'un article que vous pourrez retrouver donc dans la référence ci-dessous. Sans m'étendre davantage, effectivement, cette première focale d'entrée sur l'urbanisme hygiéniste se concentre sur une nécessité d'assainir, d'aérer le tissu urbain, et ça va être une question fondamentale au XIXe siècle. Alors on pense bien sûr à différents utopistes qui ont façonné l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme. Alors je vais ici en quelques slides énumérer les figures majeures de l'urbanisme utopique, à savoir Victor Considérant, disciple de Charles Fourier, qui a développé le phalanstère, voilà, ce palais social où l'hygiène était un point très très important de son développement, de son mode de pensée très cher aux socialistes anarchistes de l'Est de la France et du Jura en particulier. Et puis le pendant de cet habitat collectif a été un petit peu contrebalancé par l'utopie d'Étienne Cabet et son ouvrage « Voyage en Icarie », où il essaye de décrire au travers d'un journal une nouvelle ville, et qui serait pour le coup plutôt orientée vers un habitat individuel, bien que la ville d'Icarie a une place toute importante à l'habitat collectif, et puis l'hygiène. Je me souviens d'un très beau passage dans les rues où on avait une forte attention au climat qui régnait, et puis l'attente, l'approche très fine pour le piéton. Voilà, donc deux figures emblématiques, Fourier et puis Étienne Cabet, qui vont être une source d'inspiration très très forte pour Jean-Baptiste Gaudin, donc l'industriel des poêles du même nom, qui va créer pour ses ouvriers le Familistère de Guise, où vous avez ici quelques traductions graphiques avec une forte attention donnée au soleil,
à l'air, à la possibilité de respirer, malgré un environnement, on l'imagine, fortement pollué par les usines, mais un savoir-faire voilà, collectif. On voit ces très grandes coursives, la présence de médecins, de l'accès aux toilettes, qui sont un acte fondateur à cette époque. Et puis, pour finir, un autre aspect tout aussi inspirant dans la partie de l'utopie hygiéniste, qui est ce médecin anglais, Richardson, avec sa ville nommée, et je m'excuse pour la traduction, Igea, en 1876, où il fonde, avec ce principe circulaire, cette relation étroite entre la disposition du bâti et les jardins, un point de vue sur l'hygiène tout à fait fondamental. Voilà, un ouvrage qui nous intéresse particulièrement avec sa relation à la santé. Et puis quelques temps après, et on ne peut pas oublier Howard avec sa cité jardin, qui nous rappelle que voilà, effectivement, aujourd'hui, ce que l'on pourrait appeler les écoquartiers ou les cités jardins que l'on conçoit aujourd'hui ont leur source d'inspiration dès ce siècle, et voilà, sont un exemple de traduction spatiale pour le bien-être de ceux qui y vivent. Et enfin, pour terminer ce siècle hygiéniste, une autre clé de lecture qui pourrait apparaître avec cette déclinaison spatiale, avec un urbanisme souterrain qui a cherché à créer des réseaux, et en particulier pour l'évacuation des eaux usées, un urbanisme aérien, où on va voir quelques exemples des percées de Haussmann et Alphand, l'urbanisme de propreté, où on sait que la plupart des miasmes venaient des déchets, et enfin l'urbanisme dit paysager, avec voilà, des grands exemples de systèmes de parcs pour la création des espaces verts et corridors pour l'urbanisme paysager. Aujourd'hui, nous sommes donc vers ce qu'on pourrait appeler l'urbanisme héliotrope, en cette fin du 19e, avec cette considération non plus que pour la circulation de l'air, mais également pour la présence du soleil. Un petit exemple de ce que c'est l'urbanisme de percée, d'aération, avec les travaux à Paris de Haussmann et Alphand, qui ont conduit à une restructuration complète de la ville de Paris, ces différents boulevards. Et sur la partie droite, une coupe que j'aime particulièrement, puisqu'elle montre la relation entre le végétal et puis la partie invisible du sol, et puis cette présence de nombreux réseaux de galeries et d'évacuation qui ont vraiment forgé cette façon de concevoir la voirie. Je fais référence aux récentes expositions qui ont lieu au pavillon de l'Arsenal, et puis au très bel ouvrage ici présent, le Grand Paris d'Alphand, un ouvrage majeur pour qui voudrait se renseigner sur ces notions. Alors une autre étape après le 19e, qui est celle du 20e siècle, et qui fait œuvre d'un véritable tournant pour le lien entre l'urbanisme et la santé. Puisque l'on voit avant-guerre, la SFU est un des premiers acteurs avec la loi Cornudet, on voit bien la prise en compte de la santé dans différentes lois, la création du ministère de l'Hygiène et de la Santé publique, avec une attention très très fine à ce qui est apparu en fait avant-guerre. Alors qu'il y a un tournant avec les premières bribes de la charte d'Athènes et le tournant fonctionnaliste des années 50-60, qui ont véritablement créé un cloisonnement entre cette approche très, très hygiéniste, médicale de l'urbanisme, avec sa réponse beaucoup plus architecturale de l'urbanisme fonctionnaliste. Alors, quelques souvenirs de notre colloque à la SFU sur la loi Cornudet, et je ne peux citer que
le plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension développé donc au travers de cette loi qui a permis, au travers d'un certain nombre de grands principes, de développer une attention très très fine sur l'hygiène. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je fais référence directement aux travaux issus de notre colloque l'année précédente. Et voilà, la loi Cornudet est un point fondamental, un point majeur de cette relation entre l'hygiène et la santé. Et ce tournant, il arrive avec Le Corbusier qui a développé toute une figure en fait de lecture de l'hygiène au travers de cette triade, l'air, la lumière et le soleil, avec voilà, une attention fine lors de la création de la cité radieuse. Mais ce tournant est apparu avec différentes fonctions qui ont en fait scindé, si vous voulez, notre approche de l'urbanisme avec la partie plus médicale. En tout cas, le point de focal n'était plus le même. Et puis, les années ont passé, les différents grands aménagements urbains ont continué, ont perduré en France à la fin du XXe siècle, avec voilà, une première scission apparue avec les agences régionales de santé qui n'étaient plus du tout en lien en fait avec des problématiques urbaines, voilà, d'autres lois portant davantage sur l'environnement et qui ont un petit peu perdu un regard sur la santé, avec un certain nombre de maladies nouvelles, dites maladies chroniques, à la fin du XXe siècle. Et aujourd'hui, au XXIe, donc nous sommes, j'aurais pu rajouter à l'aune d'une nouvelle épidémie, mais ce n'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la continuité historique, à savoir voilà, cette relation très étroite entre l'urbanisme et puis ces différentes maladies qui nous concernent toutes et toutes aujourd'hui. Donc voilà, vous avez ici quelques exemples bien connus, et notamment le stress et les maladies cardiovasculaires sur lesquelles les récentes recherches ont montré qu'elles avaient un lien très étroit avec l'environnement. Alors, qu'en est-il pour demain, après avoir fait ce tour d'horizon historique? Eh bien, on peut se demander quelles pourraient être les nouvelles approches liées à l'urbanisme. Aujourd'hui, il y a des attentes sociales et sociétales très fortes tournées vers l'écologie, mais est-ce qu'on pourrait pousser la réflexion en demandant peut-être à concevoir un urbanisme dit néo-hygiéniste, où l'on prendrait en compte l'écosystème urbain, un écosystème urbain vivant et résilient. Vous avez ici un graphique montrant les différents déterminants avec des relations dans le temps et dans l'espace pour le bien-être. La réponse urbaine concernant les besoins humains pourrait se traduire sous le graphique suivant. Donc il y a différents besoins, qu'ils soient sociaux, psychologiques, physiologiques ou sensoriels, qui se traduisent dans la ville par un certain nombre de réponses. Alors je vais en énumérer quelques-unes. D'un point de vue physiologique, eh bien, l'être humain voilà, a besoin de respirer, boire, manger, éliminer, se déplacer et enfin dormir. Tous ces besoins physiologiques essentiels ont une réponse urbaine très très forte, que ce soit pour la qualité de l'air, la qualité de l'eau, un environnement sonore agréable et puis des installations d'assainissement adaptées. Donc l'urbaniste aujourd'hui se doit d'avoir un regard très très fin sur ces notions et en oublier aucune. Un des deuxièmes besoins, c'est le besoin sensoriel, c'est-à-dire des besoins un petit peu de ce qu'on pourrait dire les cinq sens, entendre, voir, sentir, ressentir, goûter et toucher.
Alors vous avez ici un exemple qui se concentre véritablement sur la partie olfactive, sous le graphique en anglais ici présenté, où en fait 2 chercheurs anglais ont essayé de traduire les différentes odeurs que l'on trouvait dans le milieu urbain pour les nommer et un petit peu y réfléchir. Enfin, des sensibilités liées au corps humain en tant que tel, c'est-à-dire sa peau, ne pas avoir froid ni chaud, qui sont extrêmement liées aux conditions climatiques. Percevoir l'espace, alors ça c'est une notion parfois oubliée par les concepteurs, qui est celle de se représenter l'espace dans lequel on habite, et qui est un point essentiel pour le bien-être. Et enfin, et ça les recherches n'ont pas encore totalement donné leurs résultats, mais qui concernent plutôt les expositions aux champs électromagnétiques. Vous avez ici deux exemples concernant les îlots de chaleur, et puis une première réponse, et j'ai envie de dire très très chère à Laurent, notamment sur l'urbanisme numérique, où l'on essaye en fait de regarder quels seraient ou quels pourraient être les endroits où la chaleur est très présente, pour essayer d'affiner et proposer un meilleur confort urbain pour le bien-être de ceux qui y vivent. Alors il y a également des besoins psychologiques qui sont liés à notre santé mentale, et les récentes recherches montrent que le végétal a une place tout entière dans ce bien-être mental, tout comme l'art en ville. Et j'en terminerai par ce point. Les besoins sociaux et l'année qui vient de s'écouler a vraiment montré à quel point nous avions besoin des relations humaines, sociales entre nous, et avec une déclinaison intergénérationnelle pour regarder la ville du point de vue de l'enfant et des personnes un petit peu plus âgées. Voilà. Donc ça, c'est un point très très fort. Alors aujourd'hui, fort de ces différents constats qui sont donc tournés autour des besoins humains, l'OMS a développé une approche tournée vers l'urbanisme favorable à la santé, autour de cinq axes qui concernent les personnes qui sont acteurs de la fabrique urbaine, et sur lesquels nous pouvons essayer aujourd'hui de nous inspirer, en l'occurrence d'essayer de faire bouger les lignes. Alors cela concerne la pollution, les nuisances, l'habitat, l'environnement social, et puis essayer d'avoir un regard plus fin sur les personnes les plus vulnérables. Mais cela ne risque de ne pas suffire, d'avoir cette approche un petit peu systémique. Il faut penser la santé environnementale pour qu'elle essaie de rapprocher deux acteurs du milieu urbain qui se sont tournés le dos depuis le milieu du XXe siècle. Et ces acteurs, donc les professionnels de l'urbanisme et ceux de la santé, ont tout à gagner à repenser ensemble un croisement de leurs approches pour aller vers un décloisonnement complet, interdisciplinaire et transversal, avec un regard sur une culture commune entre les urbanistes et les médecins, développer de nouveaux outils, s'appuyer sur une voie peut-être plus réglementaire pour insister vraiment sur le rôle de la santé dans les projets urbains. C'est ainsi que nous arrivons à la proposition suivante, pour laquelle nous allons débattre aujourd'hui, que j'ai nommé l'appel de 2020, après une année extrêmement compliquée envers la relation d'urbanisme et de santé. Et si l'on reprend de façon un petit peu humoristique le traité d'Hippocrate, qui avait donc essayé de construire un premier traité d'urbanisme et de santé avec Vitruve, eh bien aujourd'hui, on pourrait imaginer une alliance entre l'ordre des médecins
Et donc voilà, l'OPQ et la SFU pour essayer de construire ensemble un livre blanc, un nouveau chapitre. Et je pense que le climat insufflé par l'Union européenne et serait très propice à cette réflexion de créer voilà, non pas un référentiel, mais peut-être voilà, un livre blanc qui proposerait une nouvelle alliance entre l'urbanisme et la santé. Et puis j'en terminerai sur ces différents ouvrages avant de vous laisser la parole. Alors, trois ouvrages fondamentaux qui ont servi à construire ce rendez-vous. Le guide de l'OMS sur l'urbanisme et la santé qui montre bien cette étroite relation au travers le monde, centré sur les habitants. Un deuxième ouvrage qui est intitulé le livre blanc numérique pour l'architecture et le cadre de vie, porté par le docteur Déou, donc médecin ORL, avec une forte attention sur le milieu urbain. Et puis enfin, le chercheur Albert Lévy, architecte, urbaniste, chercheur au CNRS, qui au travers de ces différents articles et thèses a co-construit un ouvrage Ville, urbanisme et santé, avec les trois révolutions que nous venons de parcourir. Enfin, vous avez ici, pour compléter un petit peu les réflexions, quelques articles et ouvrages. Voilà, François Chouet, nous connaissons bien, mais voilà, il y a d'autres ouvrages d'Albert Lévy tout aussi intéressants. Et puis je ne saurais que vous conseiller d'aller rendre visite au nouveau site de la SFU, urbaniste.com. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à la SFU. Et puis, je vous propose de consacrer l'heure qui arrive à un temps d'échange entre nous. Merci. Très bien, ben écoute Antoine, alors d'abord un très très grand bravo, hein. Je suis très impressionné par la grande fresque que tu as réussi à compresser dans une demi-heure, mais je pense que tout y est, en tout cas tous les ingrédients pour une riche discussion. Le débat très riche et animé, associé, chose rare, à la fois des professionnels de la santé et des urbanistes. On en retiendra quelques traits saillants que voilà. En premier lieu, François Madelmont, directeur d'hôpital, qui aujourd'hui fait du conseil stratégique et des formations auprès des managers et des dirigeants de la santé, est intéressé par le rôle que devraient ou pourraient avoir les élus locaux ou territoriaux dans la santé. Par rapport au médico-social ou au sujet sanitaire. François distingue par ailleurs les maladies chroniques liées à la nourriture, à la pollution, très présentes aujourd'hui et qui touchent également d'ailleurs aussi bien le milieu rural que les villes. Et puis les maladies conjoncturelles, hein, comme la crise que l'on traverse aujourd'hui, qui paradoxalement est issue d'une proximité ou d'un contact avec la vie sauvage. L'urbanisation, en termes de confort, lorsqu'elle vise le confort urbain, peut également installer en fait nos corps humains dans des systèmes de confort qui réduisent leurs immunités. Et donc François pose également la question d'un urbanisme optimisé vers le confort ou la lutte contre les maladies, mais qui finalement pourrait produire l'effet inverse. Enfin, les distinctions entre les maladies psychiques et les maladies physiques peuvent alimenter des regards différents sur le débat. Samuel Bargas, lui, est urbaniste dans la ville de Vitry-sur-Seine, qui est une ville très en avance et qui a traité en fait la santé en ville depuis très longtemps à travers des plans de prévention, des organisations spécifiques et également des introductions dans la planification, puisque le plan d'aménagement et de développement durable de Vitry
intègre une partie importante sur le bien-être mental, alors que le maire de la commune a fait de ce sujet un des axes forts de sa politique. Bruno Ferracci, de la Société française des urbanistes, détaille un petit peu les propos d'Antoine sur le fait que l'urbaniste hygiéniste ne suffit pas, en fin de compte, à faire une politique de santé en ville, qu'il y a également tous les autres enjeux de l'urbanisme qui sont les flux, l'énergie, la culture, etc. Et que par contre, on pourrait peut-être parler de urbaniste hygiénique dans le sens où il faut effectivement que les professionnels de la ville se saisissent des enjeux de la ville. De plus, Bruno met en garde le côté trop organisé ou trop descendant, en fin de compte, de l'organisation de la santé en ville, et à ce titre rappelle les propos de Flaubert lorsqu'il parlait d'un avenir de caserne à propos des urbanistes hygiénistes et de leurs propositions au 19e siècle. Myriam Caux, qui préside l'association régionale des urbanistes des Hauts-de-France, rappelle de son côté que nous disposons de plus en plus d'instruments de mesure, qu'aujourd'hui la qualité de l'air ou le bruit sont des éléments qui sont très très suivis, et que finalement on a de plus en plus de façons et de moyens de mesurer en fin de compte les pollutions et donc les santé sous-jacentes. Et Myriam donc propose que les habitants se saisissent en fait de toutes ces nouvelles données et puissent se faire leur propre culture de la santé en ville. Par ailleurs, le débat oriente nos regards sur le fait qu'on parle souvent des éléments de la santé en ville à partir des choses que l'on sait mesurer ou sur lesquelles on a un peu de retour d'expérience, ce qui n'est pas le cas par exemple des îlots de chaleur, un sujet un petit peu récent qui n'a pas encore fait l'objet de mesures précises et de communication sur, en fin de compte, nos villes par rapport à ce sujet, le comportement de nos villes par rapport à ce sujet. Laura Renfort, jeune architecte à Montpellier, rédige en ce moment une thèse professionnelle sur le sujet de la santé en ville et donc pose la question à l'ensemble des participants sur la façon dont on peut qualifier cet urbanisme de la santé, tous ces acteurs, et comment est-ce que finalement on peut travailler autour de la décentralisation, du rôle des maires, des besoins et de leur identification, etc. Et une petite synthèse du débat constate effectivement que les acteurs sont extrêmement multiples, aussi bien du côté de la santé que du côté de l'urbanisme, que les données dont on peut disposer sont également disparates, même si elles sont parfois très complètes, hein, comme les enquêtes, les études d'impact que peuvent faire les évaluateurs environnementaux, ou bien encore l'ensemble des données relatives à la constitution des plans locaux d'urbanisme. Finalement, le débat tourne sur l'idée que une multitude d'acteurs, une multitude de sources et une multitude d'actions militent finalement pour la rencontre entre le monde de l'urbanisme et le monde de la santé, pour essayer de formater des méthodes ou des automatismes ou peut-être des habitudes même qui permettraient de relier les deux et d'organiser une gestion intégrée des aspects de la santé dans les villes et dans la planification urbaine. Et noter en particulier la difficulté ou même peut-être parfois le désintérêt de certains urbanistes par rapport au sujet de la santé, alors qu'aujourd'hui les villes deviennent peut-être de moins en moins accueillantes. On se souciera ici de la santé pour les sans-abri,
de l'accès aux aménités essentielles telles que l'eau, la propreté, la chaleur, etc. À ce propos, Myriam Co signale que la prochaine université des urbanistes aura pour thème le bien-être et l'urbanisme, et pourra donc développer à nouveau ce sujet et cette problématique. Finalement, l'ensemble des acteurs du débat convergent sur l'idée qu'il est nécessaire de clarifier ou de cartographier à la fois l'ensemble du jeu d'acteurs et les rôles de chacun, l'ensemble des données et des sources de données dont on peut disposer, et à partir de là, d'essayer d'organiser effectivement une méthode ou quelques éléments pour soit porter à connaissance de l'ensemble du public et des citoyens ces enjeux-là, de façon à ce que chacun assemble ses propres conceptions, ses propres cultures de la santé en ville, mais également propose aux élus et à l'ensemble des acteurs une convergence et des visions sur une gestion de la ville qui, par ailleurs, mélange également peut-être la santé publique et la santé privée. C'est pour cela que plusieurs fois dans le débat est apparue l'idée, puisque aujourd'hui les liens sont faits entre ces deux mondes à travers ce rendez-vous de la Société française des urbanistes, l'idée peut-être que de s'attabler à la rédaction d'un livre blanc qui ne doit surtout pas être un document supplémentaire, il y en a déjà énormément, mais qui peut-être devrait s'attacher à vulgariser en fait l'ensemble de ce jeu d'acteurs et à proposer quelques idées, quelques pistes, quelques solutions, principalement à destination des citoyens, de façon finalement à ce que l'ensemble de la population et les élus qui la représentent se saisissent de ce sujet et permettent donc de réussir cette fameuse convergence sur laquelle donc aujourd'hui on aura fait un tout petit pas. Le mot de la fin reviendra à Dominique Lancrenon, co-présidente de la Société française des urbanistes, qui mentionne que c'est la première fois cette année que la planète entière s'arrête du fait d'une crise sanitaire. C'est vraisemblablement à la fois le moment et une fantastique opportunité pour remettre à plat les choses donc et avancer vers une nouvelle conception, une nouvelle efficacité dans la réalisation et la fabrication d'un urbanisme de la santé. Merci beaucoup, à très bientôt.